Le business en Afrique est important, je crois qu'il faut en parler. On voit ça tout de suite. BLAF 84, Africains, Africaines, comment allez-vous? Le business en Afrique est en plein, en fait, malgré les apparences, est en plein boom, hein. Vous avez un certain nombre de pays du continent qui sont axés beaucoup plus, je crois que ça a toujours été, mais on n'en parlait pas, mais qui sont aujourd'hui axés sur le business. Ils veulent vraiment alléger leur législation pour que les entreprises puissent s'installer. Vous avez le Rwanda, hein, qui est très progressiste là-dessus. Vous avez la Côte d'Ivoire aussi, qui est en plein boom économique. Même le Congo, hein, malgré les soucis qu'il y a à la frontière, mais même le Congo, en termes de business, ils sont très ouverts. Ils ont rénové leur quartier d'affaires. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Je crois que ça a toujours été le cas, mais on n'en parlait pas. Mais beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui se réorganisent pour attirer des investisseurs, des capitaux, etc. Donc profitez-en, mes frères et sœurs. Profitez-en. Profitez-en. N'écoutez pas cette catégorie d'afrodescendants que je mets en avant dans mes audios, cette catégorie de Noirs qui ont du dédain pour le continent et pour le monde noir d'une manière générale, mais qui se cachent. Ils vont vous décourager, vous dire mais non, tu vas prendre des risques, etc., etc. Mais c'est parce que c'est eux-mêmes qui, ça les intéresse pas, ça les répugne, et puis ils veulent pas que vous réussissiez trop non plus. Donc ils vont vous dépeindre le continent et le monde noir d'une manière générale comme un no man's land. Où c'est dangereux, on va systématiquement vous voler, etc. Oui, il y a des problèmes, je ne dis pas le contraire, hein, mais il y a beaucoup d'opportunités et ça vaut le coup pour vous d'essayer. D'ailleurs, ces afro-descendants que je décris dans tous mes audios, hein, pour ceux qui prennent mes audios en cours, qui sont sur toute l'échelle sociale, dans tous les milieux, sont extrêmement cupides pour certains. Je vais vous faire écouter quelque chose, vous allez être scandalisés. Ça se passe aux États-Unis parce qu'il faut savoir que les afrodescendants que je décris dans mes audios, cette catégorie de personnes qui sont parmi nous, parmi nos familles, parmi nos amis, ils nous font des sourires, ils cuisinent nos plats, ils dansent avec nous, ils vous appellent à Noël, il n'y a pas de problème, hein. Vous mangez du poulet grillé avec eux le week-end, Noël, vous passez Noël avec eux, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, leur vrai visage, eh ben, pour beaucoup, ce sont des crapules qui nous descendent complètement. Ce sont les gens que j'ai observés pendant pas mal d'années. J'ai enquêté sur eux, si vous voulez, et j'expose ce qu'ils sont dans ces audios. Je vous fais écouter quelque chose qui se passe aux États-Unis. Écoutez ça, vous allez être scandalisés. On en parle juste après. Le trait de deuxième classe a augmenté de façon exponentielle depuis le milieu des années 90. À la même vitesse que les taux d'expulsion? Oui, à la même vitesse. Les quartiers avec les taux les plus importants sont en général ceux dans lesquels il y a une majorité de Noirs. À Philadelphie, la communauté noire est la plus pauvre. C'est la cible numéro 1 des marchands de prêt de deuxième classe. Et parfois, ils n'hésitent pas à abuser des plus faibles. Les gars, vous voulez un coquin? N'hésitez pas. Monsieur Bronson, un soudeur à la retraite de 65 ans, s'est fait séduire par une publicité à la radio. Notre société a des assurances et assure les prêts immobiliers pour les gens avec une bonne ou une mauvaise note de crédit. Notre société contracte des prêts avec des églises. Sans bien comprendre les termes du contrat, Monsieur Bronson s'est fait vendre un prêt de 31 800 $ à un taux de 12,45% sur 30 ans. Au moment de la signature, il ne savait même pas que le prêt hypothéquait sa maison. Ils avaient l'air gentils. Je me suis dit, je vais leur faire confiance. Je pensais faire un simple emprunt, pas un emprunt hypothécaire sur ma maison. Je ne comprenais rien à tous les papiers qu'ils me présentaient. Ils me disaient, signez ici, signez là. Je n'avais même pas le temps de lire. Et ensuite, c'était trop tard? Ouais, beaucoup trop tard. Vous savez, quand cette histoire a commencé, je pesais 60 kilos. Et maintenant, je n'en pèse plus que 49 et je continue à plonger.
Je décline chaque jour un petit peu plus. Pour se sortir d'affaires, M. Bronson a trouvé de l'aide. Une organisation gouvernementale dont la fonction est de faire respecter l'égalité raciale dans l'État de Pennsylvanie lui a envoyé cet avocat, Charles Nyers. L'avocat a trouvé un argument juridique de poids. Il accuse ceux qui ont vendu le prêt de M. Bronson d'avoir pratiqué une politique commerciale raciste. Les États-Unis ont des lois très puissantes pour protéger la personne ou lutter contre le racisme. Et ces lois sont beaucoup plus punitives que les lois qui protègent les gens des prêts abusifs. Notre commission a été capable de prouver que ceux qui faisaient ce genre de crédit ciblaient manifestement les Afro-Américains. Et nous avons prouvé qu'ils faisaient leur publicité en utilisant seulement des médias afro-américains, notamment leurs shows radio sur les grandes ondes. La société de crédit, la société des frères McGlone, a été condamnée en première instance à une suspension de licence, mais surtout à une amende de 910 000 $. Les McGlone ont fait appel. La peine est suspendue en attendant une décision définitive de la Cour d'appel de Pennsylvanie. Suite au refus répété des McGlone de nous accorder un rendez-vous, nous décidons de rentrer dans leur bureau avec une caméra cachée. Anthony McGlone se montre brièvement et la surprise, il est lui-même afro-américain. Vous savez pourquoi on est là? Oui, et on m'a conseillé de ne pas vous parler. Ah bon, on vous a conseillé de ne pas nous parler? Oui, c'est mon avocat qui m'a dit de ne pas vous parler. Vous m'obligez à me répéter. Appelez donc mon avocat puisque vous avez son numéro. Vous avez entendu, vous avez vu le degré de méchanceté. Ils ont pris la maison du monsieur. Ils l'ont fait signer des papiers, etc. Et c'est un noir américain qui est derrière cette entreprise-là, qui fait des prêts requins à la communauté, à sa propre communauté. Quand je vous dis que cette catégorie d'afrodescendants qui existe partout dans le monde, elle n'existe pas qu'en France. Quand je vous dis que cette catégorie d'afrodescendants n'ont aucun scrupule, ils n'ont aucun scrupule et ils sont aussi agressifs, aussi mauvais que nos ennemis. C'est pas des paroles comme ça, ce que je vous dis. Je vous raconte quelque chose. J'ai rencontré une Martiniquaise. Je travaillais dans les hôpitaux à l'époque. Et cette femme, une très très jolie femme, elle travaillait dans un service, je ne sais plus, orthopédie, je ne sais plus. Et en fait, elle n'était pas encore titularisée. Elle travaillait là depuis quelques mois. Vous savez ce que ses collègues martiniquaises ont fait? Mais écoutez, elles ont été aux ressources humaines, elles se sont plaintes de cette femme alors qu'elle faisait son boulot et cette femme n'a pas été gardée parce qu'elle n'était pas titulaire, donc ils ne l'ont pas titularisée. Voilà les méchancetés et par jalousie, parce qu'en fait, c'est la femme elle-même, la victime elle-même qui m'a raconté ça. Et c'était une femme très gentille, puisque elle avait les mêmes horaires que moi. Et le soir, quand je prenais le métro, on se rencontrait souvent et puis on discutait le temps du trajet. Vous voyez? Donc j'avais vu au bout de quelques semaines qu'elle était gentille. Elle n'était pas du tout pédante, pas du tout méchante, très sympathique. Mais c'est vrai, très très jolie quand on la voyait. En fait, elle m'expliquait quand elle était jeune, elle avait fait un peu de mannequinat à l'époque. Mais quelqu'un de très simple. Voilà la méchanceté des femmes antillaises vis-à-vis des femmes noires, de femmes noires vis-à-vis d'une autre femme noire. Est-ce que vous voyez un peu cette catégorie d'afrodescendants, le tort qu'ils nous font? Et c'est pas fini. J'ai discuté avec un monsieur d'un certain âge. Il m'expliquait que quand il était jeune, il avait fait de la prison, et quand il est sorti de prison, il a commencé à chercher du boulot, et il a trouvé du boulot en tant que cuisinier. Mais il n'avait pas le diplôme de cuisinier, mais vu que, il se débrouillait bien, etc., on l'a gardé. Mais par contre, il avait caché qu'il sortait de prison. Donc, il commence à travailler, et dans le boulot, je ne sais plus dans quelle structure il était, dans le boulot, il tombe sur un ancien copain, avec qui il avait fait un peu les 400 coups, qui lui était commis de cuisine. Donc il était en dessous de lui d'un point de vue hiérarchique, puisque le monsieur qui me raconte l'histoire, lui, ils l'ont pris vraiment comme cuisinier. Donc ça se passait assez bien, puisqu'il se débrouillait très bien en cuisine, donc ça se passait très bien. Et quelques mois plus tard, ne voilà-t-il pas qu'il est appelé
aux ressources humaines. Et le chef des ressources humaines lui dit, voilà monsieur, vous faites l'affaire, on n'a rien à vous reprocher, simplement on a appris que vous étiez un ancien détenu. Il dit oui, eh bien, écoutez, on ne pourra pas vous garder monsieur. Apparemment, je ne sais pas dans quelle structure il était, mais il fallait un casier judiciaire vierge. Et le directeur des ressources humaines, le responsable des ressources humaines, lui dit, c'est un de vos compatriotes qui nous a appelés. Vous vous rendez compte? Donc, il a compris tout de suite que c'était le copain en question parce que c'était lui le seul à savoir qu'il avait fait de la prison. Est-ce que vous voyez un peu les méchancetés que les afrodescendants se font entre eux? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous croyez, en toute franchise, si ça avait été quelqu'un d'une autre race qui avait fait ça, on aurait tous crié au racisme? Mais là, vu que ce sont des afrodescendants, il n'y a pas de problème. Non, il faut que ça change, mes amis. Mes frères et sœurs, il faut que ça change. Il ne faut plus qu'on accepte ces choses-là. Il ne faut plus qu'on accepte ces choses-là. Il y a trop d'afrodescendants. Cette catégorie d'afrodescendants que je décris dans mes audios, ce sont des gens, certes, qui sont, à mon avis, et quand on lit François Fanon, il le dit lui-même, c'est un trouble. C'est un trouble du comportement. Mais il ne faut pas qu'on accepte ce genre de choses. Il faut qu'on traite le problème. C'est un problème psychologique chez ces gens. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que le trouble psychologique les retourne contre leur communauté ou leurs semblables. Et ils font les 400 coups à leurs semblables. Et ça nous cause beaucoup de tort. Beaucoup de tort. À tel point que les présidents africains que vous voyez là, vous avez vu le mépris qu'ils ont du peuple. Vous avez vu sur notre continent, vous avez vu le mépris, il laisse le peuple crever de faim. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec des présidents notamment un président qui cache des millions chez lui alors que la population n'a même pas d'eau. Non mais je ne sais pas si vous réalisez la gravité. Jusqu'à quand on va dire que c'est de la faute de l'esclavage? Jusqu'à quand on va dire que c'est de la faute des autres? Jusqu'à quand on va dire que c'est de la faute de la colonisation? Nous devons traiter nos problèmes en interne, parce que sur toute l'échelle sociale, une catégorie d'afrodescendants nous massacre. Nous massacre. Ce sont des malades mentaux, et je le dis sans ironie, ce sont des malades mentaux qui agressent leurs semblables. Ça a déjà été documenté. On connaît les raisons. Donc je ne vais pas y revenir. Commencez à en parler à vos proches, à vos amis, ceux qui sont intéressés. Commencez à faire des petites réunions à ce sujet. Commencez sur Internet à laisser des commentaires sur ce sujet, à attirer l'attention. Il faut que la mayonnaise elle monte. Il faut que ça devienne un sujet de préoccupation. Notre psychologie, parmi nous, il y a des gens qui sont des malades. Qui sont malades. Je vous assure, c'est quelque chose d'important. On ne doit pas laisser ce trouble mental aux prochaines générations. On ne doit pas le faire. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête ce cycle infernal d'autodestruction. Et ça passe, je pense, par la psychologie. Nous devons appliquer des techniques traditionnelles ou modernes, des thérapies. Est-ce que vous comprenez? Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.